Oui, maître. Docteur, Oui, maître. on vous a parlé ici des deux bérets rouges qui étaient en service au camp Koundara et qui avaient été arrêtés et placés en garde à vue au PM3 et qui seraient libérés par le commandant Toumba. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les bérets rouges qui servaient au camp Koundara avaient participé au massacre du 28 septembre? Une autre question. Je passe. Est-ce que vous savez Oui, maître. que c'est le capitaine Makambo qui avait procédé à l'arrestation de ces deux bérets rouges? Je oui dire, oui. Est-ce que vous savez que le capitaine Makambo était le chef d'opération lors du massacre du 28 septembre au stade du même nom? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous savez que c'est un bourreau qui est allé arrêter deux autres bourreaux? Pas de qualificatif, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que Makambo a été reconnu au stade par certaines parties civiles, certaines victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'État qui est là en tant qu'accusé, mais c'est plutôt ceux qui dirigeaient l'armée et ceux Une qui autre ont... question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ils l'ont fait croire que c'est l'État qui est accusé. Une autre dans cette question. affaire. D'accord, je passe. Est-ce que vous savez qu'il y a une responsabilité du commandement dans cette affaire? Une autre question. D'accord. Selon vous, Oui, maître. qui nomme la garde présidentielle? Le commandant en chef, président de la République, chef de l'État. Merci. Est-il difficile pour le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de donner la liste de la garde présidentielle? Non, pas du tout. Merci. La rétention de cette liste de la garde présidentielle par lui n'est-elle pas une façon de cacher les autres auteurs du massacre du 28 septembre? C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. C'est un obstacle à la manifestation de la vérité. Oui. Merci. Selon vous, en toute objectivité, Oui. dans cette affaire, Oui, maître. qui détient la clé de la vérité? Le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque chef de l'État, chef suprême des armées. Merci. Docteur, Oui, maître. est-ce que vous pouvez demander au capitaine Moussa Dadis Camara Oui. d'aider le tribunal à connaître la vérité dans Une cette autre affaire? question, s'il vous plaît. Ce n'est pas son travail. Merci, docteur. Merci, monsieur le président. Merci, maître. Alors, il faut déjà rappeler que les militaires peuvent faire l'objet d'une gamme de sanctions. Et cette gamme de sanctions doit provenir d'autorités clairement connues. Et ces sanctions-là, disciplinaires, sont soit fixées par le règlement de discipline générale, soit statutaires, parce que fixées par le statut général des militaires et le statut particulier du personnel militaire non officier, soit des sanctions professionnelles fixées par le statut des militaires, soit des sanctions pénales par le Code de la justice militaire ou le Code pénal de notre pays. Sur le dernier point, et c'est bien l'article 75 du Code militaire en ce qui concerne la discipline. Sur le dernier point, je n'en parle pas, c'est-à-dire sur le point lié aux sanctions pénales prévues par le Code de la justice militaire ou le Code pénal. C'est à la justice d'appliquer cela. C'est pour ça que de manière pédagogique, j'ai voulu que ce qu'il a fait sur le plan judiciaire vienne avant, juste ce qui doit être fait sur le plan
disciplinaire, puisque c'est là que l'on peut parler de sanctions. Donc, les sanctions pénales ne sont pas prises par le président, par le militaire, c'est à la justice de le faire. Mais avant d'aller avec les autres, il faut déjà considérer les types de sanctions pouvant être appliquées sur le militaire. Quand il s'agit d'un officier et d'un sous-officier, il y a un avertissement, une réprimande, une blâme, un arrêt simple, un arrêt de rigueur. Mais qui doit prendre de telles sanctions? Ce n'est pas le président du pays. Ce n'est pas le président du pays. C'est où? Le commandant d'unité, dont le militaire, ou c'est le commandant d'unité, lorsque le militaire fautif relève, par exemple, de ce camp ou de ce commandant, mais ce n'est pas le président. Ou c'est clairement le chef d'état-major particulier, quand ça va plus loin, ou c'est clairement le chef d'état-major, général des armées, ou c'est le ministre de la Défense. Pour les militaires de rang, il peut s'agir d'un avertissement, d'une consigne, d'une salle de police, d'une prison et régiment, de cellules. Ces sanctions ne peuvent pas non plus être appliquées par le président. À quel moment le président peut prendre une sanction? Le président ne peut se permettre de prendre une sanction contre un militaire que lorsque il y a eu une enquête au départ, lorsque des conclusions lui ont été présentées, lorsque toutes ces enquêtes-là ont été menées de la base au plus haut sommet et qu'on lui présente tout simplement un document. Mais en ce qui concerne une simple sanction, une mesure conservatoire, il appartient au ministre de la Défense de prendre. Ce n'est pas donc le président de prendre de telles sanctions. Déjà, il y a une entente entre les partis politiques, entre le CNDD, entre toutes les composantes de la société, sous la houlette du médiateur Blaise Compaoré, qui interdit à toutes les parties de prendre des sanctions tant qu'il n'y a pas de conclusions. Et ensuite, il n'y a que sur le plan purement militaire, chaque sanction doit être prise en fonction d'un niveau hiérarchique bien déterminé. Un président de la République peut peut-être être amené à revoquer ou à radier par décret. Nous le vivons tous les jours. Mais s'agissant des sanctions disciplinaires, des mesures conservatoires, il ne s'agit pas, ce n'est pas cela le travail du président. C'est pour ça qu'on ne peut pas imputer au président Dadis le défaut d'avoir pris une sanction. Quand bien même que s'il l'avait fait, il aurait tout simplement violé les règles les plus élémentaires. Monsieur le Président, en début de cette présentation, je vous ai dit que de manière pédagogique, j'allais commencer par les infractions dont la commission nécessite une abstention. Les infractions dont la commission nécessite que le président n'a rien fait. Alors, je viens de finir avec l'abstention délictueuse et vous comprendrez qu'après cet exposé-là, rien, mais je dis bien rien, en tout cas en ce qui concerne le droit, en ce qui concerne une démonstration juridique, personne ne pourra dire dans cette salle que le président Dadis est resté bras croisés et donc n'a rien fait. Il a justement agi et c'est parce qu'il a agi que l'on a pu poser tout ce qu'on a, que j'ai pu indiquer tout ce qui a été dit ici. Ceci dit,
Je vais donc passer aux infractions dont la commission impose un acte positif, c'est-à-dire une action de l'agent pénal. En pareil cas, le ministère public, encore une fois, avait l'obligation dans ses réquisitions d'indiquer par une démonstration juridique soutenue les actes matériels de complicité posés par le président. Mais il ne l'a pas fait et ça a été clair parce que clairement il a démissionné. Mais nous ne démissionnons pas. C'est pour ça que je veux attaquer tout de suite l'infraction de complicité de meurtre et d'assassinat. Je rappelle que les personnes poursuivies pour meurtre sont les personnes poursuivies pour meurtre sont le colonel Thiebro, il est poursuivi pour complicité. C'est Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Thiebro et autres. La complicité, Monsieur le Président, les autres l'ont déjà défini ici, c'est la participation d'une personne à un crime ou à un délit dont l'auteur principal est une autre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le complice se définit comme celui qui participe à la faute ou au délit ou au crime commis par une autre personne. Il s'agit donc pour la personne de s'associer au méfait d'un crime commis par une autre personne. Alors, pour que cela soit possible, il faut déjà, premièrement, que le fait punissable soit connu et imputable à une personne bien déterminée. On dit, et d'ailleurs sans donner aucune base légale, comme dans les autres cas, parce que dans les autres cas, quand on dit meurtre, on dit article 206 du Code pénal. Quand on dit assassinat, on dit article 208 du Code pénal. Voyez-vous, Monsieur le Président, parce qu'on a voulu, de manière hâtive, coller au Président des infractions, on ne les a même pas trouvées. On ne les a même pas trouvées. C'est pour ça qu'il n'y a aucune base légale, à part l'article 19. Mais l'article 19 parle de complicité. Mais complicité de quoi? De crime et délit. De quel délit? De quel crime? On ne parle pas de cela. Est-ce que cette ordonnance de renvoi, est-ce que ce travail aussi bâclé peut bien vous permettre d'avancer? Mais on comprend bien, Monsieur le Président, puisqu'on parle de, en pleine connaissance, procuré illégalement au recrue de Kaléa. On parle de Kaléa parce que tout simplement,
on veut créer un rapprochement entre des personnes là. Parce qu'au passage du commandant Toumba, il a tellement cité beaucoup de gens que ça fait l'objet, d'ailleurs, d'arrestation de beaucoup d'autres personnes. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce lien de rattachement au président Dadis, ces infractions qui sont inconnues, puisque l'ordonnance de renvoi n'en parle pas, ne dit pas assassinat, ne dit pas meurtre, ne dit pas séquestration, ne dit pas enlèvement, ne dit pas torture, ne dit pas vol à main armée, ne dit pas pillage, ne dit pas incendie volontaire. Tant qu'on n'a pas trouvé la qualification juridique, il y a déjà un premier problème. Un problème de forme. Un problème de forme. Parce que l'infraction doit être prévue. L'incrimination doit être prévue. La peine doit être prévue. L'infraction doit avoir un nom. Mais on se contente de parler de Kaleya. Mais, Monsieur le Président, je voudrais parler de Kaleya. Parce que là, il y a des constances et il y a également des inconstances. Peut-on reprocher au président Dadis, Moussa Dadis Camara, d'avoir procuré illégalement, conformément à l'ordonnance, aux recrues de Kaleya des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade, tout en sachant qu'ils devraient y servir. Une question demeure encore. Une question demeure. Qui est le présumé auteur? Est-ce qu'une recrue de Kaleya est poursuivie ici? Est-ce qu'une recrue de Kaleya est poursuivie devant votre juridiction pour que le président Dadis puisse être son complice? Cette fois, pas uniquement par provocation, instigation aux fournitures d'insurction, mais par aide et assistance. C'est-à-dire que des recrues qu'on ne connaît pas, en tout cas qui ne sont pas poursuivis devant ce tribunal, auraient reçu l'aide et l'assistance du président qui leur a fourni des armes, qui leur a fourni des munitions. Heureusement que là, au moins, on parle de recrues. On ne parle pas de miliciens. Parce qu'on vous avait dit qu'il n'y a jamais eu de miliciens. Ces personnes recrutées se trouvent aujourd'hui dans l'armée. Dans l'armée régulière. Et quelles sont les constances? C'est que le général Sekouba Konaté est allé effectivement voir le président Dadis et lui a dit que les Israéliens veulent financer et encadrer des recrues. C'était l'homme de confiance du président Dadis. C'était lui le ministre de la Défense, même s'il n'était pas son homme de confiance. C'est à lui, ministre de la Défense, de s'occuper du recrutement et ce n'est pas à un président. Il faut aussi que cela soit clair. Puisque nous sommes en train de vivre des recrutements aujourd'hui,
Nous n'avons jamais vu un seul acte posé par le président, mais tous les actes sont posés par le ministre de la Défense. Donc la responsabilité de recrutement dans un pays n'incombe pas au président. Elle incombe d'abord en tout premier lieu au ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense-là, ayant vu le président Dadis pour lui poser ce problème, mais le président Dadis a été très clair. Je ne recrute pas en tant que président, c'est votre mission. C'est pour ça que vous êtes ministre de la République. Allez-y, mais recrutez. La seule chose que je vous recommande, c'est que je vous recommande de tenir compte de toutes les sensibilités guinéennes. Il l'a dit ici. Cela encore pour montrer qu'il n'est pas cet ethno, ce superlatif qu'on veut lui coller, puisqu'on a entendu une partie de la partie civile dire qu'il a recruté en forêt. Faisant entièrement donc confiance à celui-là qu'il appelait son ami, son frère, avec qui il était tout le temps, c'est ce dernier qui s'est donc occupé de tout. Les recrutements ont commencé à Sana, dans le village du général Sekouba, où 300 jeunes ont été recrutés. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Mais c'est connu de tout le monde. Et le général, le chef d'état-major général des armées, l'a confirmé ici. Il a clairement confirmé que 300 jeunes ont été recrutés à Sana. Est-ce que ces 300 jeunes recrutés à Sana, d'où est originaire le général Sekouba Konaté, ont été recrutés à Koulé, d'où est originaire le président Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un seul ressortissant de Koulé a été recruté et connu ici? Est-ce qu'un seul membre responsable de l'armée est venu vous dire cela? Et d'ailleurs, Monsieur le Président, toujours à propos des constances, le commandant Toumba vous a dit ici la réalité de ce recrutement. Il vous a dit que lui-même avait un quota, que le général Sekouba avait un quota, que le colonel Pivi n'en savait rien. Mais malheureusement, Pivi, parce que tout simplement il est proche du président Dadis, est poursuivi des mêmes faits d'infractions vagues non connues. Parce qu'on ne sait pas si c'est meurtre, on ne sait pas si c'est de assassinat, on ne sait pas. Je n'en aurais pas parlé. Mais parce que ça fait l'objet de trop de discussions ici. Ça fait l'objet de trop de choses ici.